Salam alaikum. Ikhwan, bonjour tout le monde. Euh, Vidéo d'aujourd'hui, on va parler des zombies. Ces personnes qui déambulent dans les grandes villes canadiennes, américaines, dans des positions incroyables. On a déjà parlé de karma dans une vidéo précédente, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est du karma. Juste une petite parenthèse, pour les enfants qui font Ramadan pour la première fois, félicitations. On est tous passés par là, on a tous fait une demi-journée, après on l'a cousu avec une autre demi-journée, ça nous a fait une journée, après on a fait une journée, après on a fait deux de suite. C'est vraiment quelque chose de bien, donc félicitations à tous les nouveaux adhérents au Ramadan. C'est quelque chose de bien, de magnifique. Dommage que les autres ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est. Bon, je ferme cette parenthèse et on continue. Je parle des zombies. C'est pas pour me moquer ou c'est vraiment terrible ce qui leur arrive à leur famille, à leurs proches. Si vous voulez savoir d'où ça vient, pourquoi je parle de karma, on va revenir au XVIIIe siècle, en 1700. Au XVIIIe siècle, il s'est passé plein de choses, plein de choses. Alors, il y avait en Europe, il y avait Napoléon qui essayait de faire un empire. Il a battu à peu près tout le monde, la Prusse déjà, et il s'est fait battre en Russie par la température négative. Donc, le gel, le froid a eu raison de ses troupes. Sinon, il était très fort, il était très bien ces temps-ci. Alors, la guerre de l'opium, première partie. Ce qu'il faut savoir, que les Chinois étaient très conservateurs. Ils ne voulaient pas que les étrangers foulent leur sol par leur langue. Ils voulaient garder le monopole du commerce. Alors, le commerce, en ce temps-là, c'était surtout de la soie, de la porcelaine, du thé, de l'opium aussi. Mais l'opium était interdit en Chine. Ils savent ce que c'est, ils en veulent pas. Alors, première guerre de l'opium, les Anglais venaient de perdre les États-Unis après le pacte de Paris. Ils ont signé l'indépendance des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 1700? Des choses. On va en parler dans une autre vidéo. C'est la montée en puissance des Rothschild. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. C'est assez long. Je voulais juste vous parler de la guerre de l'opium 1. Donc les Anglais, ils ont ouvert des pourparlers pour avoir du thé. Eux, ce qui les intéressait, c'est du thé. C'est des grands consommateurs de thé. Et ce qu'il faut savoir sur le commerce chinois, c'est que tu as des comptoirs maritimes. Tu viens, tu es hollandais, portugais, espagnol, italien aussi. Donc tu viens, tu débarques, tu veux quoi, et tu payes. Tu prends la marchandise que tu veux et tu payes. Et là, le paiement se fait en argent. Donc le métal, l'argent. Et ceux qui tenaient ces comptoirs, c'était ils appelaient ça des kohong. Les kohong, c'est comme des intermédiaires, si tu veux, c'est des négociants. Et ils pouvaient en fait, c'est eux qui fixaient les prix. Ce qui veut dire qu'un Portugais n'a pas le même prix qu'un Italien, n'a pas le même prix, ne va pas payer le même prix qu'un Hollandais, etc. Et vu que les États-Unis sont devenus libres, l'Angleterre a perdu ses mines d'argent. Donc les coffres ont commencé à se vider à une vitesse folle. Donc ils ont cherché
une façon de, de forcer la Chine à, si vous voulez, comment dire, à baisser les prix et surtout à faire du négoce au lieu de les payer en argent, en lingots d'argent, en pièces d'argent. Donc c'était plutôt, ils ont essayé de trouver une solution pour qu'ils fassent plutôt du négoce, donc marchandise contre marchandise plutôt euh, que payer en argent. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait pénétrer l'opium en Chine. En fait, il existait déjà, sauf que c'était pour pour des raisons thérapeutiques. Les Turcs et les Arabes, ils avaient déjà introduit l'opium en Chine bien avant, sauf qu'on on le mettait avec du thé en infusion et ça calmait des maux de tête. En fait, c'était thérapeutique. C'était pas pour se shooter à l'opium. Alors, 2 millions de personnes qui ont été infectées par ce fléau. L'opium, c'est un fléau. Hein. L'opium, c'est l'addiction, c'est dès la première fois. C'est comme comment ça, l'héroïne. C'est dès la première fois, t'es fini. C'est bon, t'es accro. Alors, 2 millions de personnes qui sont accros à cette terrible chose. Et les Chinois réagissent. L'empereur envoie un conseiller, ou un ministre, je ne me rappelle plus. Bon, c'est quelqu'un de très haut rang, et il lui dit trouve une solution. Alors, à l'époque, il y avait Sir Eliot, si ma mémoire est bonne, hein, et il essayait de négocier des comptoirs comme Canton, comme Hong Kong, Shanghai, etc. Formose aussi, qui est devenu Taïwan bien plus tard. Donc, ils essayaient de trouver un terrain d'entente avec les Chinois. Mais rien n'y fait, donc eux, ils sont conservateurs, ils aiment leur pays, ils veulent pas lâcher. Donc, il y a des escarmouches qui vont commencer. Aussi, pour l'Angleterre, en fait, ils ont trouvé le filon. Ils ont trouvé que l'opium, il faisait rentrer beaucoup d'argent. Et ils sont devenus dealers d'opium. Il faut dire ce qui est. L'opium, il le faisait venir d'Inde. Il est beaucoup plus puissant que celui qu'on trouve en Chine ou juste à côté en Vietnam, tout ça. Et ils ont commencé à le vendre en Chine. Donc les Chinois n'étaient pas très contents. Alors, ils sévissaient, que ce soit les propriétaires de fumeries, les personnes, en fait les dealers, les personnes qui vendaient de l'opium, les personnes qui... ça c'est bien. Donc à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attrapé toutes les personnes qui étaient accros à l'opium et ils les ont envoyées en désintox. Un jour, je vous montrerai comment ils font en Chine. C'est assez hard, hein, c'est spécial. Mais bon, je sais pas si ça marche. Mais je vous montrerai un jour, je vous montrerai une vidéo comment ils font pour désintoxiquer les gens de l'opium. Alors, ce conseiller-là, il va prendre en fait les sacs d'opium qui sont dans les dépôts qui appartiennent à la East, comment ça s'appelle déjà? La Compagnie des Indes orientales, voilà, la Compagnie des Indes orientales. Alors, il va prendre les sacs d'opium et il va les brûler à la soude. Et bon, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Donc là, c'est la première guerre. La guerre est déclarée entre l'Angleterre et la Chine. Quelques années plus tard,
Donc, les Chinois, ils ont perdu des comptoirs, des villes, etc. Donc, ils vont réattaquer, machin, truc chose. Et là, il y a une coalition. Tenez-vous bien. D'un côté, il y a la Chine. De l'autre, il y a l'Angleterre, la France, les États-Unis et la Russie. Incroyable. Alors, bon, la Chine va perdre, bien sûr. Et la guerre de l'opium va démarrer de plus belle. Mais bon, les Chinois, c'est un peuple intelligent. Donc, ils ont compris que ils vont pas aller loin si la moitié de leur population est droguée. Donc, ils ont commencé à fusiller les dealers, à fermer les fumoirs, etc. C'était vraiment une guerre psychologique, une guerre sur le terrain contre l'opium. Et bon, ils ont gagné. À voir où ils en sont aujourd'hui, ils ont gagné. Bon, maintenant, on va arriver à la Deuxième Guerre mondiale et même après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je vous parle, pourquoi on en arrive aux zombies aujourd'hui. Alors, Deuxième Guerre mondiale, après cela, la guerre froide, donc 5 ans après, à peu près 5 ans après, il y a la guerre froide, 1949, ça commence. Alors, c'est une guerre d'influence. C'est pas une guerre directe avec des armes, mais c'est une guerre d'influence. Ce qui veut dire que moi, les États-Unis, j'ai la moitié de l'Europe. En fait, la moitié de l'Europe, ça veut dire l'Europe de l'Ouest. Moi, je suis l'URSS, donc je vais prendre l'autre moitié. Donc tout ce qui est Est, Europe de l'Est. L'Allemagne était coupée en deux. Euh, Donc le Vietnam était coupé en deux. Donc tu avais les Viet Cong et de l'autre côté il y avait les bons, les gentils, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Ça c'est des pays qui étaient divisés par rapport à la guerre froide. Donc Corée, Allemagne, Vietnam. Le Vietnam, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'était une colonie française. Et les Russes, si tu veux, les Soviets, ils ont commencé à étaler leur pouvoir et leur influence dans cette région, avec l'aide des Chinois. C'est plutôt les Chinois avec l'aide des Russes, des Soviets. Alors ils ont battu les Français ils voulaient partir et les Américains ont dit non, nous on va vous remplacer. Les Français n'en pouvaient plus, ils perdaient des hommes, ils perdaient de l'argent, du matériel, ils ont dit ça suffit, nous on quitte, on part. Alors ils se font remplacer par les États-Unis. Et là va démarrer l'agression du Vietnam. Ce n'est pas la guerre du Vietnam, mais l'agression du Vietnam. Le Vietnam n'a jamais déclaré la guerre aux États-Unis. Alors, là, tu as les États-Unis qui arrivent. Je reviens juste un petit peu avant, parce que les Français, quand ils étaient là, ils avaient pris des Marocains, des Algériens, enfin leur armée africaine, ils l'ont pris pour se battre au Vietnam. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les Européens ou les Nord-Africains ou les Africains, même les Sénégalais, etc., on n'est pas habitué à ce genre de terrain, de climat. Et pourtant, les Africains ils tiennent bon. Jusqu'à ce que ils se disent, nous, on est des musulmans. On est loin de chez nous. Si on meurt en combattant quelqu'un qui se bat pour son pays, est-ce que je vais au paradis ou je vais en enfer? Ça leur a posé un problème existentiel. Moi, je suis l'agresseur. Pourquoi je vais agresser ces gens? Qu'est-ce que je fous ici? Et ils ont refusé de combattre les Vietnamiens. Ils se sont retrouvés dans une situation bizarre. Ils étaient au milieu entre les Français qui leur tiraient dessus et de l'autre côté
tu avais les Vietnamiens qui leur tiraient dessus, en croyant que c'était des Français. Les Français savaient que c'était des Maghrébins, qu'il fallait les ébouiller, sinon ils allaient se retourner contre eux. Toujours la peur irrationnelle de l'homme blanc. Et de l'autre côté, ben, les Vietnamiens, ils pensaient que c'était l'armée française en face. Et ces gars-là, ils se sont retrouvés au milieu. Alors, les Vietnamiens, ils ont compris qu'il y avait d'autres personnes. Il n'y avait pas que des Français, il y avait d'autres nationalités. Et, ils ont trouvé que c'était des gars assez courageux. Et ils voulaient avoir quelqu'un ou une partie de leur armée qui vienne de ces pays-là, si on pouvait les aider. Ils vont trouver un gars au Maroc. Il a mis sa carrière de militaire en pause. Il courait les jupons. Et ils sont venus le voir. Et ils lui ont proposé de les aider. Et il est parti avec eux. Il est parti avec eux pour les aider contre les Français. Et pour mettre sur pied leur armée. Alors, le gars, il va avec eux, il le bombarde général, il commence son travail, former les rangs, etc., les entraînements, comment ils font faire, il se familiarise avec le terrain, avec le climat, et il tombe sur, ils lui disent, ils lui disent, il y a un groupe de soldats qu'on n'arrive pas à déloger, et qui sont là, au milieu, et on ne sait pas ce qu'ils foutent. On ne sait pas ce qu'ils font là. Ah, il prend quelques hommes avec lui, et il y va, et il trouve des Marocains qui sont dans une situation vraiment... enfin, quand je dis Marocains, c'est maghrébin, et même africain, sénégalais. Et il trouve des gens dans une situation incroyable, sans nourriture. Donc ils ont dû se débrouiller dans la jungle, ils bouffaient ce qu'ils trouvaient, l'eau, ils devaient se débrouiller. Et là, il leur parle en français, en marocain. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. En fait, il a une armée là, juste devant lui, que la France n'en veut pas. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas trop de mourir pour la République. C'est un musulman. Je vais lui dire la République, il s'en fout de la République. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver son âme. Alors, donc là, les Français, ils partent. Il y a les Américains qui arrivent. Et vous pensez bien que de l'autre côté, il y avait des Africains, des Marocains qui étaient là. Alors, à ce propos, il y a même jusqu'à aujourd'hui, il y a un village vietnamien ici au Maroc où il y a des gars qui étaient au Vietnam qui sont venus avec leurs femmes vivre ici au Maroc. Je leur passe le bonjour pour leur courage. Je les remercie pour leur courage, pardon. Alors, donc maintenant, les Américains sont au Vietnam. On a de l'opium à profusion. Ils sortent de l'opium, ils sortent un médicament qui s'appelle, en fait, c'est pour soulager pour soulager la douleur. Comment on appelle ça déjà? C'est Ramadan. Donc, ils sortent de la morphine, de l'opium, et à chaque fois qu'il y en a un qui a mal, on lui met une piqûre de morphine. Ils en avaient même sur eux au cas où. Alors, les gars, ils sont devenus accros, comme je vous ai dit, l'opium, c'est une catastrophe pour ça. Donc, dès la première dose, on est accro. Et ces gars-là, ils sont devenus accros. Et pour ceux qui revenaient au pays, aux États-Unis, ils n'avaient plus accès à la morphine, comme au Vietnam. Il y en a qui repartaient au Vietnam, rien que pour l'opium, que pour la morphine. Alors, là, on a l'opium qui commence à rentrer aux États-Unis. Après, tu as des bateaux qui ramènent l'opium jusqu'en France parce qu'ils avaient les meilleures usines de transformation en héroïne. Et ça partait vers les États-Unis. Après transformation, ça partait vers les États-Unis.
Alors, c'est les Français qui faisaient ce trafic-là, ce business-là. Et ce business-là va être connu sous le nom de French Connection, la connexion française. Bon, la CIA, elle va se servir d'eux pour différentes sales besognes, euh, comme pour le général Charles de Gaulle. Je sais pas combien de fois on a essayé de le tuer, je crois une cinquantaine de fois. Et la CIA passait par... Non, ça, c'est pour tous les pays. Donc, la CIA, j'ouvre une parenthèse. Elle est passée par les triades en Chine. Elle est passée par les Yakuza au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, après Hiroshima et Nagasaki. Elle passe par la mafia italienne plusieurs fois. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'appelle? Lucky Marciano, je crois. Ça, c'est le boxeur. Bon, ce n'est pas grave. Alors, donc la French Connection, euh, une fois que la CIA n'a plus besoin, donc il est lâche. La France, sous Mitterrand, ben, ils essayent de les attraper. Les gars, il y en a qui se font attraper, il y en a d'autres qui se cassent. Et on va les retrouver en Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud, là, il y a la cocaïne qui commence à faire son apparition. Avant, il y avait de la marijuana qui venait de Colombie, du Mexique. Mais depuis peu, ben, on a de la cocaïne qui vient de Colombie. C'est la meilleure qualité. Pardon. Alors là, pour le coup, on va parler d'Escobar. On va pas parler des autres. Juste Escobar, parce que sinon ça sera trop long. Donc Pablo Escobar, Colombie, le gars, tout le monde connaît sa vie, comment il est mort, comment il a vécu, etc. Il a même essayé de faire de la politique, il a acheté tout le monde. Euh, ils l'ont viré parce qu'il avait il avait un dossier long comme le bras. Il a attaqué le Parlement. Bon, je vous présente pas le gars, tout le monde le connaît. Alors, la French Connection va rencontrer ou croiser le chemin de Pablo Escobar. Le dernier gars, si vous voulez, laborantin, celui qui transformait l'opium en morphine, va rencontrer Pablo Escobar. Et là, le gars, il va lui montrer ce qu'il sait faire. Pablo Escobar est ravi. Il le met dans un avion, dans un boui-boui, dans un petit cuicui, et il va l'envoyer dans un boui-boui quelque part en Colombie, dans les montagnes. Il va lui fournir tout ce qu'il a besoin pour faire ses mélanges pour la cocaïne. Parce que la cocaïne, à la base, c'est une feuille, la coca. Après, ben, il y a des transformations. Je ne vais pas vous dire comment ça se fait, parce que sinon, vous allez le faire. Je vous connais. Bon, cocaïne à 99%, ce qui veut dire qu'après transport, une fois qu'elle est aux États-Unis ou en Europe, tu peux la couper autant de fois que tu veux. Tu peux avoir une cocaïne à 10%, c'est de la cocaïne aussi. Sauf que l'effet ne sera pas le même. Si tu prends une cocaïne à 99%, c'est l'arrêt cardiaque direct. C'est juste pour te donner un exemple. Même à 75%, tu risques la mort. Tu te fais un arrêt à 75%, c'est dangereux. Alors, là, on a de la cocaïne qui rentre aux États-Unis, donc on va passer cette étape-là, plein de choses. Et si, à mon avis, si les États-Unis voulaient faire quelque chose pour arrêter le trafic de drogue, Colombie, États-Unis, Canada, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Il y avait des solutions sur table, légaliser cette merde, je suis désolé du terme. Il y avait plein de solutions. Il y avait plein de solutions
Mais j'allais dire que tout le monde trouvait son compte, même les politiques aux États-Unis, même les banques, tout le monde avait sa part du gâteau. Donc, les États-Unis, le Canada, la Colombie, l'Europe de l'Ouest, c'est un monde capitaliste. Il est basé sur des bulles financières. Euh, tu peux pas venir et leur dire oui, on va penser aux oméga, on va penser au goem qu'on a dans. C'est le système. Il faut toujours, il faut lui donner à manger. Et le système, il mange des goem, il mange des gens, leur santé, leur temps. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe depuis très longtemps à Gaza et dans d'autres pays. Je voulais juste soumettre cette question. Et si toutes ces personnes-là qui sont mortes, quelqu'un cherche un enfant. Il cherche un enfant en particulier. Parce que quand ils bombardent, ils envoient les ONG derrière. Ils envoient des gens qui filment. Ils veulent voir les enfants qui sont rescapés. C'est pas ceux qui sont morts qui les intéressent. C'est ceux qui restent. Ils cherchent quelqu'un. Moi, à mon avis, ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent un enfant en particulier. Mais bon, ça c'est juste une intuition. Je reviens à la drogue, la légalisation de la drogue. Maintenant, on voit que des pays sud-américains, ils en parlent, même la Colombie. Ils parlent de légaliser la drogue. Il y a juste une chose. Tu sais, le truc, c'est humain et c'est aberrant. Plus tu vas interdire un truc, plus les gens, ils le voudront. C'est depuis tout le temps. Regarde avec la prohibition. Les États-Unis, ils ont interdit l'alcool. Tu imagines? Les États-Unis, ils ont interdit l'alcool. Ça s'appelle la prohibition. D'ailleurs, il y a le père d'un président très connu qui faisait du trafic d'alcool avec la mafia. Il s'appelait Joe Kennedy. Donc je te laisse deviner c'est le père de qui. Et son père à lui, donc le père de Joe Kennedy, il était ambassadeur en Allemagne pendant que Hitler était là au pouvoir, donc l'Allemagne nazie. Donc les États-Unis faisaient du commerce avec, ils avaient des relations diplomatiques avec les États-Unis. Alors je reviens à mes zombies. Donc là on est presque à la fin de l'histoire, ou en fait de cette histoire, ce n'est pas une histoire, c'est des histoires, c'est des gens. Alors, après cela, donc la cocaïne c'est cher, hein, il faut sortir l'héroïne moins cher, mais le problème c'est que où trouver tout ça, qui va te l'amener. Après on va trouver d'autres drogues de substitution comme le PCP, ça c'est une saloperie, le LSD. Et ça, ça sort des laboratoires de l'armée. Donc le PCP, le LSD, tout ça, ça sort des laboratoires américains, de l'armée américaine. Après cela, donc on va trouver le fentanyl. Donc on va arriver après plusieurs drogues, on va arriver jusqu'au fentanyl. Fentanyl, c'est la drogue la moins chère que tu puisses faire, que tu puisses fabriquer. C'est vraiment pas cher. Et devinez d'où viennent les matières premières pour faire le fentanyl. Ça vient de Chine. Vous vous rappelez la guerre de Chine pour l'opium? Le karma, mes amis. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive. Voilà. Donc, c'est à toi maintenant de souffrir, de voir tes enfants souffrir, de voir tes enfants comme des zombies. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour les vues, merci pour les commentaires, merci pour les j'aime. Partagez, si vous aimez mon contenu, partagez. Et bon Ramadan encore une fois à tout le monde, surtout aux petits. Bye bye.